Tu sors en 1959 une chanson qui va être importante dans ta carrière qui s'intitule Vas-y Fontaine. Peux-tu nous raconter l'histoire de cette chanson ? Alors Fontaine, c'était mon concurrent dans les radios crochets à Mazagan. Et j'ai gagné le radio crochet, il a été second. Et on était tout heureux parce que ça nous faisait quelques petits sous. Et lui, comme moi. Et je me souviens que quand il a explosé en 58, pendant la Coupe du Monde. Alors il faut rappeler à nos auditeurs plus jeunes que Fontaine, c'était un footballeur très célèbre de l'époque. Oui, il est devenu professionnel. Lui, il a choisi la chanson. Comme moi, j'ai choisi... Non, pardon, il a choisi le foot. Le football, oui. Comme moi, j'ai choisi la chanson. Et il était venu me voir à Nice, déjà footballeur, son premier club. Et quand j'ai dit à mon directeur artistique qu'il était mon concurrent dans les radios crochets, devenu célèbre dans le monde entier, 13 buts en une Coupe du Monde, devant Pelé, 12 buts. Mon directeur artistique, comment ? Fontaine chante juste, sans jeu de mots. J'ai dit oui. Allez me le chercher. On va faire un disque qui a tellement marché. Vas-y Fontaine. Vas-y Fontaine. Oui. Qu'il en a fallu un second dans le monde entier. Parce que dans un stade, quand il n'y a pas beaucoup de monde, il y a 5000 personnes. Il en faut 100 000. Et il a tellement marché, ce disque, qu'il y en a eu un second. Et Fontaine a été content de chanter, mais s'il ratait un but, le public l'appelait la calasse, se moquait de lui. Alors il avait honte d'être chanteur plutôt que footballeur. Alors je te propose qu'on écoute cette chanson pendant quelques instants. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Et comme tu ne remâches jamais à la peine, l'équipe de Reims, l'équipe de France doit gagner. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, qu'on soit mené ou dominé, tu dois marquer. Comme en Suède, un but qui fait crouler la reine, et dont toi seul as le secret pour le signer. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le meilleur buteur du monde entier. Porté par le courant, le flot des voies humaines, conduis toujours le ballon au fond des filets. Vas-y Justo, du gauche, du droit ou de la tête, tu te détends au bon moment, et il y est. Porte bonheur, le supporter à la trompette te crie merci, on n'est pas prêt de t'oublier. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le meilleur buteur du monde entier. Vas-y Justo. Après cette magnifique chanson interprétée avec Juste Fontaine, j'aimerais revenir donc sur ta carrière dans le music-hall, notamment avant que tu rencontres le Seigneur. Donc dans les fins des années 50, début des années 60, tu sors plusieurs titres qui sont quand même assez marquants. Je pense ici aux Les fleurs les plus jolies, qui est une chanson que tu as enregistrée avec Jerry Mengo et son orchestre. Et alors, ce qui est étonnant dans cette chanson que l'on va écouter tout à l'heure, il y a vraiment des intonations à la Aznavour dans ta voix. Ah bon ?
Tu t'en rends pas compte peut-être? Non, non. Non. Donc on sent qu'il y avait une imprégnation de tous ces artistes. Vous deviez vous inspirer mutuellement. Beko, Aznavour, Brel. Il y avait vraiment une imprégnation mutuelle entre vous, je pense. Oui, puis une poésie surtout. Oui. Il y avait un respect des règles de la poésie. Et peut-être qu'on s'influençait, mais Aznavour, à l'époque, il n'avait pas la voix, la belle voix qu'il avait. D'ailleurs, c'est lui qui m'a accueilli. Je l'ai connu au Maroc, quand il avait déjà des chansons que d'autres, les vedettes, avaient interprétées. Mais lui, il a beaucoup ramé. Et je passais dans des petits cabarets du Maroc. C'est là qu'on s'est connus. Et c'est là qu'il m'a accueilli quand je suis venu à Paris. Et qui m'a donné son impresario, Jean-Louis Marquet, qui a épousé la sœur d'Édith Piaf, Simone Gallion. D'accord. Et Jean-Louis, une fois, on était allé sur la butte chez Patachou. On était 3 à auditionner, Aznavour, Claude Nougaro et moi. D'accord. Donc Aznavour n'avait pas encore vraiment explosé dans sa non, carrière. Il était même jeté partout. Il était, oh le pauvre. Et il acceptait les humiliations. Ah là 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 là. Parce que en fait, Aznavour, au début de sa carrière, il écrivait pour beaucoup d'artistes finalement. Oui. Et puis, il avait des droits d'auteur immenses. À tel point que ce jour-là, ce soir-là, Jean-Louis Marquet, l'impresario, dit à Aznavour, écoute Charles, il faut que tu t'arrêtes de chanter, tu vois bien, ça marche pas, on veut pas de toi, et même ton nom, Aznavourian ou Aznavour, ça peut pas faire une affiche, et regarde, tu n'as pas le profil, tu n'as pas la voix, et puis tu vis en écrivant des chansons largement, alors, et moi j'ai attendu qu'il s'en aille, et j'ai dit, non Charles, toi, tu es l'Armstrong, Louis Armstrong français. Et tu verras que tu deviendras l'Armstrong national. Et il m'a dit avec son humilité, je sais que je serai un chanteur international. Et c'est ce qu'il est devenu, le plus grand, notre maître à tous. Je te propose, Gilles, qu'on écoute cette chanson qui date de 1961, qui s'intitule « Les fleurs les plus jolies », accompagnée par Jerry Mengo et son orchestre. Et si on pouvait écouter après « Hier encore » de Charles Aznavour, qui est une chanson chrétienne. Eh bien, on va la mettre à la suite. Merci. Le soleil hardiment flirtait dans tes cheveux et tout le firmament se baignait dans tes yeux. Tu étais si jolie sous ton beau front sérieux qu'il me prenait envie de te faire un aveu. Mais c'était impossible et nos cœurs le savaient. Les fruits inaccessibles sont toujours un péché. Pourtant je t'aurais dit... Je reviens encore un petit peu sur ta carrière dans le music-hall. Je crois que tu as également fait l'Olympia à cette époque. Oui, j'ai fait les numéros 1 de demain, comme Hugo Frey, Jacques Revaux, combien? Alors, peut-être pour ceux qui nous écoutent, Jacques Revaux, c'est un artiste que les gens ne connaissent pas trop, mais ils connaissent une des chansons qu'il a écrites, notamment pour Claude François, qui a été chantée ensuite dans le monde entier et interprétée par Sinatra, My Way, qui est devenu un tube mondial. Et tu as donc connu Jacques Revaux. Eh ben, il a fait les numéros 1 de main avec moi, et je n'oublierai jamais ce garçon. On était en demi-finale, et il m'a dit dans les coulisses, « Mais Gilles, on sait bien que c'est toi qui vas passer en finale. C'est toi qui vas gagner. » Avec une simplicité. Et je me disais, mais comment, puisqu'on est là? Et à chaque étape,
on gagnait 500 francs. Mhm. Et la dernière étape de la finale, c'était une voiture. Ah oui. Et la demi-finale, comme l'a dit Jacques Revaux, je l'ai gagnée, je suis passé en finale. Et en finale, il y avait soi-disant l'applaudimètre. Mhm. Et c'était Bruno Cocatrice, le directeur de De l'Olympia, l'Olympia, oui. et Pierre Delanoë, directeur d'Europe 1 pour les variétés. Célèbre parolier français. Oh, c'est un très grand parolier, Mhm. qui nous ont fait venir et revenir, moi et un instituteur corse, mais tellement, soi-disant, l'applaudimètre qui décidait. Et ils ont donné la voiture parce que pour passer à l'Olympia, il fallait payer Bruno Cocatrice, Ah oui. la maison de disques, le label. Mhm. Et mon label, les disques Vega, Mhm. ont refusé de payer. Et le directeur m'a dit, Lucien Hadès, comme le grand patron Jacques Bonfanti, Gilles, on veut qu'on vous prenne pour votre talent, mais on ne veut pas payer même les affiches. Mhm. Par contre, Bruno Cocatrice, je n'ai pas gagné la finale, j'ai gagné mes 500 francs, Mhm. et Bruno Cocatrice est devenu le maire de Cabourg. Oui. Et là, il m'a fait passer au casino de Cabourg, passer et repasser, et d'autres contrats, mais lui, sans jamais me payer comme tous les artistes. Mhm. Et c'est Bruno Cocatrice qui était un grand pianiste aussi, Mhm. un grand, et qui est devenu, qui est parti très tôt, Oui, c'est vrai. et qui était c'est lui qui a écrit la musique de Clopin Clopin. Et je m'en vais, Clopin Clopin. D'accord. Et alors, pour revenir sur cette période du music-hall, qui est Ouais. quand même, c'était ta première partie de carrière, j'allais dire. Quand tu étais à l'Olympia, tu étais en vedette américaine Oh non. ou vraiment l'artiste Non, programmé? non. J'ai jamais atteint l'américaine parce que justement, il y avait des combinaisons entre les maisons de disques et Bruno Cocatrice. Mhm. Non, moi je suis passé au contraire, toujours en simple, disons, ouverture de spectacle. Mhm. Et pour parler du métier à cette époque, parce que ça peut aussi intéresser quelques-uns des gens qui nous écoutent, donc quand tu étais sur Paris, donc tu courais le cachet. Ah oui, Alors, 10 francs. par Peut-être un tour de expliquer à nos amis, ça voulait dire quoi, courir le cachet? chant. Pas même le cachet, quand on débute, c'est le cacheton. Le cacheton. C'était 10 francs. Quand je passais à l'échelle de Jacob, j'avais 10 francs. Qui est un cabaret de l'époque. Oui, un cabaret, une cave de Saint-Germain-des-Prés, au prénom destiné, Eh oui. échelle de Jacob. Tout à fait. Il y avait en vedette soit Jacques Brel, Léo Ferré, Francis Lemarque, enfin tous les grands. Et j'attendais le tour de chant de Jacques Brel. C'est le seul, je restais pour ne pas doubler ailleurs. J'attendais Jacques Brel qui me ramenait. Le métro avait fermé ses portes à 1h du matin. Et il me ramenait en voiture et on buvait à Clichy. Il me payait à boire le rendez-vous des artistes. Il y avait Robert Lamoureux, il y avait... Et il me ramenait dans sa voiture et venait le rejoindre Simone Gabriello, la fille d'un grand acteur, Gabriello, et qui était son amie. Et un jour, dans la voiture, Simone était à l'avant, elle lui annonce, elle était présentatrice à l'Olympia, et elle lui annonce qu'elle le quitte. Lui, il en est bouleversé, il en pleure, il la supplie. Ça a duré presque 1 heure. Il a supplié, et elle demeurait ferme. Non, c'est fini. Il l'empêche de quitter la voiture.
Et elle, de marbre. Et après, Guy Bedos annonçait, il passait à l'Olympia, qu'elle avait quitté Jacques, qu'il aimait tant comme nous tous, pour Guy Bedos. Il nous a révélé ça, je ne savais pas. Et à un moment, il lâche un peu, je ne sais pas, et elle arrive à s'en aller. Et il pleure, il reste avec moi en pleurs, inconsolable. Impossible de le consoler. Mais Jacques, tu es marié, tu es père de 2 enfants. Et il me dit, tu ne peux pas comprendre, Gilles. Tu ne peux pas comprendre. Et c'est vrai que je ne comprenais pas. Et la Torah qui me revient, hein, je lui dis, mais non, c'est pas possible. C'est impossible parce que c'est l'adultère, ça. Et j'ai appris que la famille Gabriello était très catholique. Elle voulait rien d'un remariage de Jacques et de la fille Gabriello. Et alors, il écrit quelques jours après, « Ne me quitte pas ». Chanson qui est si belle. Ouais. Et un journaliste vient le trouver, j'ai gardé l'article, il y a Simone Gabriello qui dit que c'est pour elle que vous avez écrit cette chanson. Et Jacques répond, simple orgueil de femme. Non, simple orgueil d'homme. Et la fille de Jacques Brel, que j'ai eu au téléphone avant le Covid, quand je lui raconte cette anecdote, elle me dit non, il a écrit « Ne me quitte pas » pour sa grand-mère. Alors je lui ai dit, vous me faites rire, vous. Moi je sais pour qui il a écrite. Au point que quand j'ai fait la tournée des casinos, juste après, casino de Fedala qui s'appelle maintenant Mahomédia, où il m'a relayé d'abord. Tanger, Marrakech, eh bien, il a emmené Mich, sa femme, avec lui. C'est là que j'ai connu Mich. Parce qu'il était venu me voir à ma dernière soirée, lui enchaîné le lendemain. Et il était tout heureux qu'il y ait une complicité entre nous. Moi, j'avais compris pourquoi il avait amené. Et je m'étais tu. Même les journalistes, jamais. Et Jacques, eh ben, c'est lui, quoi. C'était la bonté même. Il savait jamais dire non. Dans tout ce que tu pouvais lui demander, c'était le grand Jacques. Merci pour cette tranche de vie, ces explications, Gilles. J'aimerais terminer cette première partie de ta carrière, hein, avant que tu te lances dans un ministère suite à ta conversion, par une chanson qui m'a beaucoup touché, que tu m'as partagée il y a quelque temps, qui s'intitule « Il jouait bien mon père ». Avant qu'on puisse l'écouter, peux-tu nous raconter l'histoire de cette chanson, l'enregistrement L'enregistrement, il s'est fait avec François Robert. Et c'est drôle parce que tu me cites des chansons qui viennent d'Angers. C'est des chansons comme « Lui dans ses mains » qui sont venues d'un seul trait de plume, quoi, pour ainsi dire. Et il jouait bien mon père. Mon père n'était pas guitariste. C'est donc une chanson où je voulais rappeler que quand on aime un instrument, une musique, il ne faut jamais l'imposer aux enfants. Il faut les laisser choisir. Moi, on m'a imposé le violon à 5 ans, comme à mes 2 sœurs. Et j'ai dit à ma mère, mais maman, je voudrais bien un accordéon ou un piano. Elle m'a dit, mais ton père a perdu sa situation, il est charbonnier, on ne peut que prendre un violon pour vous 3. On ne peut pas te payer, pas plus. Alors je lui dis, alors une guitare, maman. Elle me dit, mais ça non plus, on ne peut pas. Et à 5 ans, 6 ans, je jouais du classique. Je lisais des partitions avec les harmonies et tout. Et ma mère, il fallait que je fasse
mon heure ou 2 heures tous les jours, parce que ma mère était analphabète. Elle a été enfant martyr dans son enfance. Et elle a même voulu apprendre à lire avec mes livres de la maternelle. Elle me disait, viens, on prend A, B, A, Ba. Elle voulait apprendre à lire avec moi. Et moi, ça me vexait, je tenais pas compte de ça. Elle me dit, mais tu sais pas ce que c'est de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire. Et c'est pour ça que pour la musique, pour tout, elle était implacable. Et alors donc pour cette chanson, Il jouait bien mon père, tu dis qu'il y avait un orchestrateur qui s'appelait François Robert. Ah, Alors François Robert, c'était quand même l'orchestrateur de Jacques Brel également. Oui, tous les Jacques Tu l'as connu, raconte-nous peut-être quelques beaucoup. anecdotes avec François Robert. François Robert, je ne l'ai pas eu au music hall, je l'ai eu quand j'ai trouvé le Seigneur. Et c'était tellement beau, les orchestrations de Jacques, que je suis allé le trouver. Et François Robert, il m'a accueilli avec gentillesse. C'est un premier prix de la Schola Cantarum. Il est né à Neuchâtel. Il est suisse d'origine. Et à partir de là, il a écrit mes orchestrations. Et il avait et il jouait bien mon père. On l'a enregistré en direct, pas en playback, pas son orchestration, et je chante dessus. Non, en direct, il n'y a eu que 2 prises. Et la deuxième était bonne. Tous les musiciens étaient dans le même studio? Oui. Ah oui, ça se fait quasiment plus, ça. Ça, c'est une méthode. Je ne sais plus, je suis dépassé par le numérique. Ok. Ben écoute, merci Gilles pour toutes ces explications sur toute cette première partie de ta carrière. Et nous nous retrouvons bientôt pour la seconde partie où tu nous parleras, où tu nous évoqueras ta rencontre avec le Seigneur et qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie de musicien, d'auteur, de compositeur et d'interprète. Au revoir Gilles. Au revoir David. C'est l'histoire d'un enfant dont le père était musicien, plus exactement guitariste. Et comme il le dit lui-même, pour moi mon père, c'était un grand artiste. Oh, ce n'est pas parce que c'est mon père, mais lui, il jouait bien mon père, il fallait voir. Mon père, quand il cherchait sur sa guitare, il trouvait des accords bizarres. Quel musicien, mon père, et quel bon caractère. Il ne comptait que des amis qui recherchaient sa compagnie. Quand il entamait un solo, moi dans la salle, j'étais si fier que j'y allais de mes bravos en me disant, y a rien à faire, oui, c'est quelqu'un, mon père. Un homme du tonnerre, et c'est pour ça que moi aussi, je ne voyais plus que par lui. Je ne savais rien de ma mère, sinon qu'un jour, mon père m'a dit lorsque j'étais petit.